Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le FOMC qui a lieu demain. Également une déclaration de guerre qui est sortie il y a de ça quelques heures, donc on va aller vite fait analyser ça également. Et puis où on est dans un petit range ici qu'on avait à peu près entrevu dans la bougie de breakout. Ça fait un certain temps qu'on est un petit peu bloqué dedans, donc où est-ce que pourrait aller éventuellement chercher où est-ce que le prix pourrait aller chercher de la liquidité, tout simplement. Allez, on passe en partage d'écran, mais juste avant ça, intro. Ok, allez, on est là sur donc le Bitcoin face au dollar en daily, comme d'habitude. Pour le moment, on a gardé les niveaux en dessous parce qu'on a encore de la liquidité en dessous, donc ça aurait éventuellement du sens d'y aller. Maintenant, on va analyser ce breakout principalement et puis le petit range qu'on est en train de faire ici dans la bougie même. On voyait qu'on range même dans la mèche de la bougie, donc ça c'est intéressant. Cette bougie a d'abord proposé une distribution, c'est-à-dire qu'on a poussé et ensuite le prix a rejeté, donc il y a eu pas mal de ventes sur cette zone-là. Et puis là, il semblerait qu'elle soit potentiellement en train de réaccumuler, ou en tout cas de ranger, afin de trouver une direction. Au moment où cette bougie a délivré, on avait dit, nous, qu'on pensait qu'il y allait avoir un range entre cette borne-là et cette borne-là. Pour le moment, on est plutôt dans le haut du panier, vous le voyez ici, on est plutôt entre les deux bornes vertes que vous voyez ici. Sur le Discord, avant de partir en vacances, je suis parti quelques jours en vacances ici, j'avais dit que ça, c'était une très belle zone de short, pour éventuellement plutôt venir chercher ça, mais dérisquer à cet endroit-là. Pour le moment, cette position serait dérisquée. Celle-ci aurait été très très bonne à ouvrir aussi également. Maintenant, on va voir que dans la liquidité, il y a quand même un petit peu de monde au-dessus, donc attention à un éventuel breakout au-delà de ce niveau, ou en tout cas au moins une mèche qui vienne prendre la liquidité pour ensuite réintégrer. C'est ce qu'on va regarder quand on fera la liquidité, tout simplement. En tout cas, pour le moment, rien d'autre à dire que petit range entre ces deux bornes vertes là et rebond sur le mid-range. On pourrait éventuellement aller regarder où est le point de contrôle tout simplement de ce range en faisant comme ceci. Et là, vous voyez qu'on est à peu près dessus. En tout cas, on se retrouve autour des 34 000 désormais pour un point de contrôle. Passer sous ce point de contrôle veut dire pour moi aller à 32,4. Ici, d'accord. Si on enfonce ici ce point de contrôle, vraiment, c'est-à-dire que on ne fait pas juste des bougies, mais que vraiment on commence à s'installer dessous, c'est un très bel endroit pour tout simplement revenir fil de la value qui a été très peu ici, dans les endroits où on en a très peu eu finalement. Donc potentiellement, même vous voyez qu'on peut même aller un petit peu plus bas, 31,5, c'est-à-dire potentiellement le retest ici des 31,7. Demain, c'est le FOMC, c'est-à-dire que c'est le meeting de la Fed. On va nous dire, est-ce que oui ou non, Jérôme Powell va augmenter les taux cette fois-ci. A priori, le marché n'y croit pas trop. On est plutôt sur 97% du marché qui pense qu'on va poser et 3% du marché qui pense même qu'on va éventuellement descendre. Vous voyez que le meeting de la Fed est désormais dans 23 heures. On ira aller analyser un petit peu plus tout ça dans la vidéo également. En ce qui concerne Ether, BTC, pas de structure pour le moment. J'ai ni une structure haussière ni une structure baissière. Pour le moment, j'ai juste une contraction comme ceci en triangle. Voilà, on va voir ici, si on vient casser ce point-là, on sera sur une structure haussière. Si on vient casser ce point-ci, on sera sur une structure baissière. Donc soit on fait un M, soit on fait un W. Pour le moment, on n'a pas de direction. On voit en tout cas que ce niveau était cohérent pour proposer une réaction. Il nous la propose et c'est une contraction qui nous est proposée. Ether contre dollar, même chose que sur Bitcoin. Vous le voyez ici, les bornes de range qui sont relativement limpides également. Pas grand-chose de plus à dire non plus sur Ether en ce moment. On verra dans la liquidité un petit peu où se trouvent éventuellement les points intéressants pour se dire que Ether est en train de sortir par le haut ou par le bas. En tout cas, on avait en amont établi cette zone comme une zone potentielle de rejet. Donc du coup, voilà, attention sur la zone également en qui concerne Ethereum. Le total 3, et moi je le regarde beaucoup en ce moment, c'est pas le total 3 d'ailleurs, c'est le total moins les stablecoins, donc le total crypto moins les stablecoins. Pour le moment, pas de breakout, c'est-à-dire que le gâteau global n'est pas en train de grossir. On est toujours bloqué un petit peu au 1,15 milliard de market cap là-dessus. C'est-à-dire que depuis avril 2023, on n'a pas de nouvelle liquidité qui est rentrée sur la crypto, mais on est plutôt sur une rotation de capital qui va de BTC aux alt en passant par les stablecoins, donc ça passe de l'un à l'autre en alternance. C'est ça qui nous donne tout simplement des endroits où les alts corrigent, la stablecoin dominance augmente, puis elle rediminue, etc. J'aimerais bien que le gâteau grossisse, c'est-à-dire que pour vraiment valider un breakout sur BTC, il va falloir qu'on valide un breakout sur ce total-là du nouvel argent dans la crypto, faute de quoi on est juste sur une période un peu FOMO sur Bitcoin.
D'où la forte augmentation de la Bitcoin dominance, mais on n'est pas ici sur un intérêt majeur de la part de nouvel argent qui pourrait rentrer. Cela dit, on a des belles choses, on a aussi des belles choses, notamment, je dirais, au travers, et on va le voir tout à l'heure également, mais du CME, beaucoup d'intérêt sur le CME en ce moment, 102 000 BTC, vous le voyez, il est désormais deuxième juste derrière Binance, et il est en passe de dépasser Binance prochainement, donc ça veut dire intérêt des institutionnels quand même assez important sur la crypto en ce moment. Est-ce que les institutionnels partent en FOMO sur Bitcoin? On voit aussi que le Grayscale BTC et le ETH, donc le TH de Grayscale sont en train de fermer potentiellement leur discount, donc ça c'est intéressant aussi. En ce qui concerne la stablecoin dominance, pour le moment on trouve support sur plus ou moins le bas du canal, et ici attention à ne pas réintégrer le canal tout simplement, on veut vraiment sortir du canal, ou alors si on venait à réintégrer le canal, on revient à cette idée que il est extrêmement important que le total crypto grossisse. On pourrait rester à 8% de stablecoin dominance, 9% là actuellement, on pourrait rester à 9% si on a un gâteau qui grossit, ça n'est pas un problème, puisque pour le coup on sera à 9% d'un gâteau plus gros, mais on ne veut surtout pas ici un push important, c'est-à-dire revenir tester par exemple ces niveaux là sur la stablecoin dominance. Faute de quoi, eh bien, on reviendra ici autour des 30 000 $ et peut-être en dessous sur BTC. Donc attention à ça. On va analyser cette FOMO, on va vraiment ici essayer de rentrer dans le détail. Comment on va l'analyser? Déjà, je vous ai dit qu'il y avait des mouvements intéressants sur, tout ce qui était CME, etc. Adoption un peu institutionnelle, beaucoup d'institutionnels en ce moment sur le trade, on va dire, ETF spot, si jamais il vient à être accepté. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est maintenant le fondamental. Donc juste avant ça, je vous propose de regarder une page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Ok, alors les news, les forces armées du Yémen qui ont déclaré la guerre à Israël. Alors, en quoi ça peut déstabiliser la zone? Il y a pas mal de manières de voir les choses. D'abord, ça va déstabiliser l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite va devoir prendre parti du côté plutôt pro-américain ou du côté plutôt pro-Israël, ou alors prendre parti du côté des BRICS. Je ne crois pas... Il y a ce scénario, bien évidemment, les Houthis, donc les forces armées yéménites, sont financés par l'Iran. Est-ce que l'Iran est une force majeure des BRICS? Je ne crois pas. Ils ont été acceptés il n'y a pas extrêmement longtemps. C'est pas nécessairement ici une force contendante, on va dire, au travers des BRICS. Cela dit, par le jeu peut-être de certaines alliances, ça peut éventuellement ici jouer en partie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Yémen, a priori, va avoir droit à une
potentiellement une riposte israélienne et américaine sur cette fond de cette déclaration de guerre. Maintenant, on va voir comment, dans les heures prochaines, se mettent les alliances et surtout quelle va être la réaction, je dirais, de l'Arabie Saoudite qui a le Yémen quasiment en son sol, est en conflit actuellement plus ou moins avec le Yémen. On avait eu d'ailleurs des moments où les Houthis avaient coupé une partie de la possibilité des Saoudis de sortir du pétrole, donc il y avait eu des attaques ici dans ce sens-là. Donc voilà, de quel côté vont tout simplement se positionner l'Arabie Saoudite? Je pense que ça sera la chose à suivre dans les prochaines heures. Gary Gensler ici qui tweet si jamais Satoshi Nakamoto se déguisait en Satoshi Nakamoto pour Halloween, est-ce qu'on pourrait même être capable de le reconnaître? Bon anniversaire au white paper puisque c'est le 15e anniversaire aujourd'hui du white paper du Bitcoin, et ici il nous dit attention aux crypto-compagnies qui triquent les investisseurs, et il va falloir qu'ils rentrent en obédience à la loi sur les securities. Donc un tweet un peu mi-figue, mi-raisin de la part de Gensler. Derrière, le CME, ça j'en ai parlé, qui est quasiment en train de remplacer Binance, et ça c'est par rapport aux 6 derniers jours qu'on a eu précédemment, le GDP qui est toujours autour des 4,9%, donc très fortement en hausse aux États-Unis. Le scénario de soft landing est peut-être en train de se mettre en place. Cela dit, attention à ça, parce que d'une certaine manière, quand vous avez un GDP qui augmente, il augmente autant que l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation ne vous donne pas L'inflation est dans les chiffres aussi, hein, c'est-à-dire que si vous avez de l'inflation, vous produisez plus en valeur nominale, en dollars, on va dire, en dollars normaux. L'inflation, le GDP n'est pas calculé en dollars constants. Donc vous pouvez avoir une croissance dans votre pays tout en ayant une perte tout simplement de pouvoir d'achat, et même l'inflation parfois peut doper la croissance de votre pays. Et ici, en Angleterre, visiblement, plus 820 sur la recherche sur Google by Bitcoin. Ici, on va passer sur Israël, parce qu'on a déjà fait un petit peu ce petit sujet, on va dire, rapide sur les Yéménites. 34 000 $, 80% des adresses sur la crypto, sur Bitcoin qui sont en profit. Ici, on va passer là-dessus. Demain, Celestia qui va être listé sur Binance, pour ceux qui ont eu les airdrops intéressants. Et puis, SBF, on va passer aussi, hein, sinon on va faire une vidéo qui va être peut-être un peu trop longue. Ici, on va passer là-dessus également. Désolé, hein, je balaye assez rapidement, mais ça va permettre de plus s'étendre sur la liquidité. Demain, le FOMC, bien évidemment, ça sera 19h30 il faut faire attention, on a changé d'heure, donc du coup, 19h30 en ce qui concerne la conférence de presse de Powell. Je ferai une vidéo là-dessus demain, je ferai une traduction, enfin un résumé de ce que nous a dit Powell. Et pour l'annonce des taux, ça sera à 19h. En termes de earnings, on a aujourd'hui AMD qui va publier, donc gros producteur de cartes graphiques. Et on va voir désormais la liquidité. On a liquidé 98 millions hier, dont assez peu finalement, un quart à peine sur Bitcoin et Ethereum. Donc beaucoup d'open interest sur les alts qui est en train d'être corrigé, principalement visiblement sur du long. Carnet d'ordre, on est plutôt vide, sauf à 40 000 $, où là pour le coup on a un mur de vente, à peu près, je dirais 5 ou 600 Bitcoin, hein, facilement, ouais peut-être même plus... 7 ou 800 bitcoins qui sont à la vente sur les 40K. Un peu d'ordre à la vente ici au-dessus également du range, hein, là dans le range, et on a tous les ordres qui finalement n'étaient plus là, qui se sont faxés ici à l'achat. Donc il va falloir pas mal de momentum pour retaper 30 000. Ça c'est la première chose, on a quand même des ordres à l'achat dedans, et à l'inverse on a quelques ordres également ici, vous le voyez sur la zone des 35, ce qui appellerait plutôt à continuer le range, en tout cas pour le moment. On va voir ici ce que ça donne pour la suite. Je vous ai fait les niveaux ici pour ceux qui veulent faire un snapshot sur Coinalyze. Et puis, en ce qui concerne les bulles de liquidité, en fait, ce qu'on voit, c'est que le prix range, et dès qu'il y a une grosse position qui s'ouvre, on vient la liquider. Donc on est encore dans un mouvement de liquidité quand même. Cela dit, vous le voyez, à chaque fois qu'on passe en delta très légèrement négatif ici sur les 5 derniers jours, le prix se reprend tout de suite et il réenclenche du long. Donc ça appellerait peut-être plutôt à venir liquider en bas. Sur Ethereum, c'est encore plus flagrant. On voit ici les grosses positions qui s'ouvrent et qui sont à chaque fois sorties, à part celle-ci autour des 1743 qui n'a pas été sortie sur la route, et on aurait une petite bulle de liquidité ici pour monter en haut, je dirais au-delà des 1834, et pour corriger en bas, aller à minima 1774.
On va regarder surtout la heatmap ici. On va la faire en 12 heures, 7 jours, 1 mois, histoire d'être complet sur le mouvement. On est plutôt longué sur les 12 dernières heures. Sur les 7 derniers jours, j'ai une poche de liquidité au-dessus qui est plus importante. Donc ça appellerait peut-être plutôt à venir taper 36 avant d'aller chercher 32,5. Personnellement, je pense quand même plutôt qu'on se dirige vers le bas, mais à voir. Et sur la 1 mois, on a toujours cette grosse poche de liquidité qui est vieille d'à peu près 2 semaines, et je dirais qu'elle se trouve entre 28 et 27,2. On peut partir sans faire ça si jamais le prix s'installe en FOMO, c'est-à-dire que si vraiment il y a une fear of missing out au spot et que au spot on a des vrais achats qui sont en train de se faire sur cette zone-là. C'est plus ou moins le cas, hein, je vous le dis, on a des accumulation trend score qui sont quasi proches de 1 ici, donc les gros accumulent énormément cette zone. Maintenant c'est pas un bottom indicator, parfois on accumule les bottoms et parfois on accumule les tops hein, sur l'accumulation trend score, ça dépend un petit peu des périodes, etc. Ce que je pourrais dire en tout cas, c'est que les spreads restent positifs, et ça c'est plutôt une bonne chose pour laisser de la liquidité en bas, monter quand même énormément sur le funding, etc. et on va dire qu'il y a une demande au spot qui est quand même conséquente. Cela dit, je la vois un peu s'essouffler là. Vous voyez qu'on repasse dans le négatif ici sur la partie CV des spots. Donc j'ai une demande au spot qui est quand même peut-être un petit peu en train de s'essouffler. Il va falloir faire attention à ces métriques-là. C'est-à-dire que tout simplement, garder des spreads positifs pour moi c'est une bonne chose. Et si vous regardez ici en daily, c'était plus ou moins une des composantes du bull run précédent. C'est-à-dire qu'on avait des spreads positifs, un funding très fort, beaucoup d'open interest, mais on ne corrigeait pas, on ne venait pas faire ce mouvement de correction. On ne l'a jamais fait sauf à l'été suivant. Parce que tout simplement on avait une vraie demande au spot on va dire en face. Donc on surveillera tout ça particulièrement. On va aller ici sur le prix et on va faire la conclusion de cette vidéo. Alors pour moi il y a deux possibilités. D'abord on va regarder le très court terme, on va se mettre sur le 15 minutes ici. Je serai plutôt au vu de la liquidité pour une prise de liquidité en haut avant de redescendre vers le bas de range. Mais bas de range, j'entends ici pas cette borne là mais plutôt celle-ci. Donc je suis assez attentif en ce moment à tout ce qui pourrait tout simplement venir bouffer la liquidité qui se passe ici au dessus et vous comprenez que ça peut monter jusqu'à 36 l'histoire là, donc à peu près cette barre là on va dire. Ça, je suis assez attentif à ça. Après, derrière, pour moi, on doit venir prendre ce qu'il y a quasiment tout dans toute cette bougie-là. Voilà. Donc le scénario de range pour moi est toujours valide entre 34,2 et c'est peut-être le FOMC, la volatilité pendant le FOMC qui va nous intéresser ici et nous aider à faire ce mouvement là. Donc je serai plutôt prise de liquidité d'abord en haut et éventuellement après en bas. Si jamais ça n'est pas le cas et qu'on revient ici par exemple par ici ou même qu'on revient juste tout simplement sur cette borne là, j'aurais tendance à dire que la déviation en haut elle devra être faite. Derrière on a quand même un petit paquet de liquidité aussi sur cette zone là, c'est pour ça que j'appelle pas mal au 32,3 ici. J'ai l'impression que le prix pourrait y aller. Donc ça c'est pour le court terme. Pour le plus long terme, j'ai envie de dire qu'on peut valider ce breakout là, c'est à dire que on s'est vraiment installé assez durablement au dessus pour dire que c'est un vrai mouvement et on n'a pas fait, vous le voyez ici, une mèche quoi, hein. On n'est pas ici dans une mèche. Il va falloir que j'aille le regarder en monthly quasiment, puisque en weekly vous voyez que la mèche elle est là, on est actuellement sur l'ouverture, mais on est largement au-dessus de ce qui s'est fait dans ces zones là. Alors là où, donc dans ces zones là, je parle ici des 31,8, voilà. Vous le voyez ici en weekly, on regarde toutes les mèches, on se dit bon, les clôtures sont vraiment les mouvements importants. Pour le moment on est plutôt en train de buter en fait sur typiquement ces mèches là. D'accord, les trois qui sont là. Donc en fait, ce qui nous rejette pour l'instant, c'est ce pic-là. Ok, ça peut nous rejeter, et ça peut nous rejeter plus bas, mais le breakout pour moi est confirmé. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a fait quelque chose où on semble s'installer au-delà. Là où j'aurais tendance à dire attention, mais ça j'en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne. On a deux scénarios ici, une ABC qui se serait terminée là, un bottom qui est trouvé, ou alors une A, et là on serait en train de faire une B, et vous voyez que ça c'est impulsif, ça il est possible que ça soit correctif, ça monte quand même, ça monte à l'escalier, ça monte pas on va dire en ascenseur, donc si la FOMO continue pour moi on est effectivement sur un pré-bull run, on pourrait à minima peut-être revenir toucher 58, c'est-à-dire 90% du mouvement précédent, même juste en restant dans l'idée que ça c'est une B, on peut très bien ici, ne serait-ce que sur la news de l'ETF, aller relativement haut. Personnellement quand même je privilégie la zone des 37,43 pour un rejet.
Ensuite, si jamais en petite TF, la FOMO, elle se termine tout de suite, entre guillemets, c'est-à-dire que l'achat au spot ne nous donne pas ce qu'on voudrait, bah à ce moment-là, c'est le scénario du Bart Simpson qui l'emporte, c'est-à-dire j'ai une grosse bougie de délivrance, je fais un range, et en fait, je perds ce range par le bas, et je rebouffe toute la liquidité, tout simplement, qui était en dessous, et on sait qu'il y en a. Attention également, encore une fois, ça j'en ai déjà parlé, mais on a pas mal de liquidités à peu près sur cette zone-là, finalement de 28 à 27,2 et encore en dessous. On a un tout petit peu de liquidité intermédiaire ici à 30, donc finalement c'est le retest ici des 31,7 pour moi qui va parler. C'est-à-dire si au 31,7 on ne confirme pas un retest réussi, à ce moment-là, attention, ça risque vraiment de revenir dans la zone des 26. Pour le moment, c'est plutôt joli pour une continuation haussière. Au plus on traîne là-dedans, au plus on a de chances à minima d'avoir ce mouvement au 32,3. Parce que pour le coup, il y aura de plus en plus de liquidités qui se sera agglutinée sur la zone. Et finalement, le plus baissier, ça serait de venir tout de suite cueillir la liquidité qui est ici. Et ensuite se diriger vers là. Voilà, pour moi, ça serait le scénario potentiel d'un Bart Simpson. C'est-à-dire que à partir du moment où on est là, dans cette zone-là, bon, on peut aussi continuer un range plus important, hein, mais à partir du moment où on est dans cette zone-là, et imaginons qu'on perd les 31,7, pour moi c'est directement, bon ok, on était sur ce mouvement-là, et on va désormais chercher la liquidité. Maintenant, ce qui me gêne dans ce scénario-là, c'est quoi? C'est que le TF Spot, a priori, est en phase d'être accepté assez rapidement. Je donnerai une dizaine de jours éventuellement pour cette news pour sortir, et que donc du coup c'est une news extrêmement haussière. Ça voudrait dire qu'elle est déjà dans les prix à 37. Je suis pas tout à fait sûr de ça, je pense qu'on peut vraiment push plus haut ici sur le fond de cette news là. Donc sur le daily et la long time frame, globalement on reste sur 3 scénarios. Pour l'instant, on reste dans l'idée, et là je parle de trading, je parle pas d'investissement, que ça c'est une B, pardon. Ça c'est une B, d'accord. Auquel cas, finalement, ce qu'on pourrait voir là, c'est... il y a plusieurs possibilités. Soit on était dans un élargissement, vous le voyez, de la traîne rouge qui est là, j'espère que vous la voyez. Et là, elle est en train de nous rejeter. Scénario que je ne choisis pas particulièrement parce que la news de l'ETF n'est pas sortie encore une fois et que pour moi, c'est une news extrêmement haussière. Donc soit on va avoir un délai ici des ETF, ce qui va nous permettre de venir faire un mouvement de liquidité à minima pour un retest au 31,7 et peut-être pour une réintégration du range. Ça ne veut pas dire ici qu'on perdra le range par le bas ou quoi que ce soit, mais je suis pas fan de ça parce que la news n'est pas encore sortie. Si la news était sortie ici, je vous dirais, bon ça y est, on va réintégrer, ça va temporiser entre 25 et 30, c'est pas un problème, voilà. Mais on n'a pas encore eu cette news et donc en l'occurrence, bon bah là pour le coup, c'est quand même une news qui est censée être extrêmement haussière quand elle va sortir. Deuxième chose, c'est que les carnets d'ordre sont quand même relativement vides, donc ça peut pousser assez fort. Et encore une fois, même si on restait dans une B pour ce mouvement-là, d'accord, même en partant de ce scénario-là, et c'est pas mon scénario privilégié, moi mon scénario privilégié c'est que la ABC elle était là et qu'elle s'est terminée là. Pour moi le début du bear market c'était ici. Maintenant, en imaginant que c'est le cas, on va commencer à rentrer dans une zone à minima, même sur les investissements, je dirais, de prise de profit. Ça ne veut pas dire qu'il faut beaucoup prendre de profit ou quoi que ce soit, ou tout sortir ou quoi que ce soit. L'idée ici, c'est peut-être, je dirais, qu'entre les 0,618, donc 39 000 $, et les 0,9, donc 59 000 $, c'est-à-dire que si on va à 0,9, ça nous donnera une flat. D'accord, à partir de 90% de retracement, on considère qu'on est plus ou moins dans une flat. Donc entre 59 et l'ATH, on pourrait avoir une flat. Ça peut être une zone de rejet aussi. En imaginant que la news nous pousse jusque là, à ce moment-là, en fait, on a une zone assez logique, je dirais, de prise de profit, entre guillemets, au cas où. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette zone-là, personnellement, je vais vendre les trucs qui m'intéressent un peu moins, lourder un peu sur mes bagues, les choses dont je pense pas qu'elles peuvent extrêmement bien profiter, et commencer peut-être potentiellement à accumuler du stablecoin. Ça veut pas dire que, et vous comprenez ici que c'est très early, hein, c'est pré-ATH, mais moi, c'est une zone logique dans laquelle, entre guillemets, j'aurais tendance à faire ça. Si jamais je le fais pas, je vais essayer également de hedger mon portefeuille d'investissement, peut-être avec des shorts, donc c'est-à-dire là, avoir des positions short qui, au cas où, si jamais le prix se retourne, à ce moment-là, me permettent de me hedger. Mais je pratique pas trop ce genre de scénario, je serais plutôt ici
moi personnellement, en train de vendre un petit peu. Pourquoi je fais ça ? Parce que tout simplement, ça m'a permis de très bien performer sur le bull run précédent, c'est-à-dire qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Il n'y a pas de petit profit ici. À partir du moment où on est en profit sur une position, il ne faut pas hésiter à prendre ses profits dans le vert et à racheter éventuellement dans le rouge. Donc l'idée ici, c'est encore une fois, mieux préparer mon bag si on va dans ces zones-là, notamment la zone de rechargement que vous voyez qui est ici, et peut-être éventuellement jusqu'à, encore une fois, l'ATH, réétablir un petit peu des niveaux cohérents sur des alts dans lesquels je peux un peu moins croire, des choses comme ça, voilà. En tout cas, ne pas hésiter ici à prendre mes shades sur les alts sur lesquels je suis rentré dernièrement et qui pourraient prendre un plus 100%, ne pas hésiter à vendre la moitié au double, ce genre de choses. C'est personnellement moi ce qui fait que je performe très bien, encore une fois. Peut-être moins bien que si jamais j'avais holdé à la mort des choses jusqu'à plus soif ici, mais personnellement moi ça m'a très très bien aidé sur le bull run 2021 que tout simplement de mettre mes ordres et puis comme un robot un petit peu les prendre et voilà, c'est ce qui fait que tout simplement vous êtes rentable, hein, c'est-à-dire que vous vendez dans le vert. Et le faire pré-ATH ne me dérange pas du tout sur une partie de mon bag, encore une fois. Voilà, écoutez, faites attention à ce que vous voyez sur Twitter, faites attention aux certitudes, etc. Vous voyez qu'ici on a établi des scénarios. Scénario d'une éventuelle baie duquel on doit se couvrir soit en faisant de la vente, soit en hedgeant avec du short. Des scénarios également où potentiellement en liquidité ça pourrait rejeter, mais pour moi là je suis ni dans une zone d'achat ni dans une zone de vente à 35. La news ETF est pas sortie, donc j'ai pas ici nécessairement d'intérêt à faire quoi que ce soit dans ce sens là ou dans l'autre. Et en ce qui concerne le trading, personnellement j'irais bien pour soit un push haussier juste au-dessus de la structure avant de donner un joli push baissier, soit partir en bas tout de suite. Et il est encore un peu tôt pour moi enfin, ce breakout est confirmé pour moi déjà, voilà, ça c'est une chose en weekly, on a une belle confirmation que c'est bien, on s'installe au-delà du niveau. Maintenant je demande à voir le retest au 31,7 s'il a lieu, hein, bien évidemment, ça peut partir comme ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis je demande à voir également comment se comporte la demande au spot sur la zone ici des 35, etc. À quel moment également on va commencer à avoir du vendeur, parce que là on a très peu de vendeurs, c'est pour ça que le prix bouge très fort, très vite, et il y a peut-être un moment où les vendeurs vont commencer à se montrer, même ceux qui hold depuis plus d'un an. Et je crois pouvoir dire qu'on avait eu du bel achat au spot dans cette zone-là, donc attention à ceux qui pourraient éventuellement se dire je sors à break-even. Encore une fois, le marché sur son fondat, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que si on prend la structure, le fondat et la liquidité, pour moi, la structure, elle est haussière, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour moi, le fondat, il est haussier puisqu'on attend une bonne news a priori et qu'on n'est pas loin d'un pivot de la Fed, etc. Enfin, le timing est plutôt bon. Par contre, j'ai une liquidité qui est baissière. Donc, j'aimerais bien que tout ça s'aligne ensemble et pour le moment, c'est pas le cas. Maintenant, encore une fois, garder des spreads positifs, avoir une vraie demande au spot, etc. peut me permettre de, pendant un moment en tout cas, au moins, mettre la liquidité de côté, comme c'est un petit peu ce qu'on avait pu faire là-dedans, où on avait des spreads très positifs. On avait des fondings qui nous disaient attention, il y a énormément de longueur, jusqu'à ce qu'on voit des vraies divergences weekly et que là pour le coup ensuite on se retourne pour bouffer au moins la moitié de ce petit monde là en longue. Donc en l'occurrence je surveille beaucoup les métriques. Personnellement ma métrique principale du moment c'est le total. Il faut qu'on casse ici, il faut que le gâteau il grossisse, sinon pour moi je donne pas très cher de ce mouvement là. Maintenant on attend une belle news. Est-ce que la chart est en train de nous dire que cette belle news ne sera pas aussi belle que ce qu'on le croit, hein, c'est-à-dire que ça pourrait ici du côté de Gensler nous dire non, en fait je remets à je sais pas, pour diverses raisons, je remets à mars, je remets à juin et que ça serait extrêmement baissé bien sûr. Voilà, on va voir demain le FOMC également. Je pense vraiment que la Fed va garder son plateau actuel, c'est ce que pense le marché également. Elle n'a pas vraiment de raison au vu de ce qu'on voit en ce moment de augmenter encore. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la news sur l'emploi avant. C'est-à-dire qu'elle va sortir vendredi et ça va probablement être des chiffres qui vont influencer Powell sur sa décision de demain. En tout cas, on va voir ce que ça dit de ce côté-là. Voilà, pour moi, vous avez tous mes scénarios. Encore une fois, attention aux gens qui vous disent ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, etc. On ne peut voir ici que des scénarios et on joue des statistiques. Donc, il faut rester humble par rapport à celui qui va vivre avec une boule de cristal, va manger du verre brisé. Donc, faites attention et ayez vos propres scénarios. Et
personnellement, j'ai envie de dire, même si vous pensez que BTC va faire un 100 000 $, ne serait-ce que sur la news d'ETF, ou en tout cas que la news d'ETF va tout de suite être extrêmement haussière, que tout le monde va se jeter sur les ETF, alors que ça n'a pas été le cas sur les ETF canadiens, alors que pour l'instant, Bitcoin n'est pas forcément à un niveau de maturité exceptionnel pour ça. Pourquoi pas? Ce que j'aime bien, moi, voir en ce moment, c'est un découplage du Bitcoin, à la fois du Gold et à la fois du S&P 500. Et ça crée une nouvelle classe d'actifs pour Bitcoin qui est la sienne. Et en l'occurrence, ça peut être intéressant pour des hedge funds de se dire, on va mettre une petite partie effectivement de notre portefeuille sur la crypto parce que c'est quelque chose d'autre. Donc en termes de diversification, ça peut être extrêmement intéressant. Donc je vois que des belles choses, sincèrement, sur le Fonda. Donc aucun problème avec ça, etc. Maintenant, moi, j'ai pas... je suis pas amoureux de mes altcoins, j'ai pas de... Voilà, il y a des choses que ça fait longtemps que j'aimerais bien lourder de mon portefeuille, et je n'hésiterai pas, encore une fois, à les lourder, si on va dans les zones sur lesquelles je pense que c'est le moment opportun. Je ne vous invite pas à le faire nécessairement. Maintenant, ce que je vous montre là, en ce moment, et là où je vous dis attention, c'est que le total, il est ici, alors que Bitcoin est là. Donc ça veut dire que ici, on a juste de l'argent qui était déjà dans la crypto, qui est venu rentrer sur le Bitcoin et sortir des alts. On a certes du stablecoin qui est sorti du marché, on a brûlé du stablecoin, enfin oui ça on a brûlé du stablecoin d'une certaine manière, donc on a un stablecoin qui pour le coup dans son canal est totalement en bas du canal ici, donc ça c'est très bien. Par contre ça a plutôt tendance à montrer des tops de marché, c'est les choses sur lesquelles j'ai pas mal insisté la semaine dernière, etc. Mais moi ce que je veux voir ici c'est que là ça casse, ça casse. Je veux voir également l'ETF spot avec des niveaux sur les premiers jours, si jamais ils sont rentrés et si jamais ils sont acceptés, qui soit exceptionnel, qui soit excessivement exceptionnel, et là on pourra commencer à se dire ok, on est sur vraiment quelque chose de solide, et ça je pense qu'on en aura les évolutions avant même le nouvel ATH, sauf à dire que sur la news uniquement, Bitcoin remonte déjà à 60 000 $. C'est pas exclu, mais j'y crois pas du tout. Je pense plutôt que la news peut nous pousser à 37-45. 37-43, voilà, au 43 max sur la news. Je pense que le moment où la news va sortir, ça va être ça. Après, il va falloir voir comment se comporte le marché. Est-ce qu'il y a toujours une FOMO au spot ou pas? Pour le moment, on a eu une belle FOMO au spot la semaine dernière, enfin en tout cas en fin de semaine dernière. Elle est en train de se calmer. Il faut maintenant qu'elle reparte et qu'elle reprenne pour garder des spreads positifs et nous donner toujours cette, malgré un open interest qui est relativement fort. On n'a pas des niveaux de funding qui sont encore déconnants, hein. On n'est même pas au niveau de funding du top précédent ici. Donc il y a encore de la marge. Voilà, on va regarder comment ça évolue, et encore une fois, pour moi, c'est le total que je suivrai tout particulièrement, c'est-à-dire que il faut absolument que le gâteau global grossisse, sinon on est juste en train de se balader avec les mêmes gens, le même argent, qui parfois ont un peu plus d'engagement que d'autres, mais pas de nouvelles entrées ici sur la crypto. Il faut qu'à 35 000 $, les gens se disent c'est un no-brainer, il faut que j'en achète plein, et c'est ça qui amènera le prix à 70, et qui fera que d'autres gens se diront à 70, mais en fait c'est un no-brainer, et surtout j'en ai pas eu à 35, il faut absolument que j'en achète à 70, et ainsi de suite. C'est ça qui crée tout simplement un rallye, le fait que tout le monde court après le prix, et pour le moment on a un beau breakout, mais le breakout a lieu sur le Bitcoin uniquement, et Bitcoin est là, il faut le comprendre, alors que le total crypto est ici. On veut que le gâteau grossisse, on veut des nouveaux qui arrivent et qui rentrent. Quand je parle de nouveaux, je parle pas nécessairement de retail. Je vois des très belles choses en termes d'accumulation trend score, je vois des très belles choses sur le CME, je vois des très belles choses en ce moment, mais ça reste les mêmes personnes, j'ai envie de dire, et donc là du coup il va falloir que soit le TS Spot nous emmène des gens qui n'auraient pas investi dans la crypto si jamais la crypto n'était, enfin si jamais le vecteur de l'ETF n'avait pas été là. Excusez-moi. Mais pour le moment, on voit toujours les mêmes personnes. Donc pour moi, voilà, on est toujours dans une dynamique de bear market tant qu'on n'a pas pété allègrement ce niveau-là. Sur le total. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour ces 6 jours d'absence, mais j'étais en vacances, et du coup la question du jour elle est toute trouvée. J'étais en vacances en Italie. Quelle est votre spécialité culinaire italienne préférée? Personnellement, j'adore leur petite mozzarella fumante, la sfumante
avec un petit peu de pesto dessus, là, avec le basilic, ça j'adore ça. Et j'adore aussi le spaghetti frutti des marais, c'est mon péché mignon quand je vais en Italie. Je suis pas un grand fan de pizza, mais voilà, mais j'aime vraiment bien la bouffe italienne, je me régale là-bas et j'ai mes petites habitudes dans mes restos favoris, et voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, pensez bien que demain, il risque d'y avoir de la vol en raison du FOMC, et puis probablement 2 vidéos dans la journée de demain, une en début de journée et une après le FOMC pour faire la traduction et la synthèse de ce que nous a dit Jérôme Powell dans son intervention. Portez-vous bien, à très bientôt, merci pour votre bienveillance et votre fidélité, on se retrouve demain, ciao.